Eh bien bonjour. Bonjour. Second jour du salon CNPL, Carrefour National de la Pêche, bien entendu, à Clermont-Ferrand. Un rendez-vous incontournable où déjà les visiteurs sont en nombre, mais les allées sont déjà bien pleines. Bienvenue sur le plateau de Fishing TV. Hier, il y a eu beaucoup de monde de connectés. On a pu voir hier soir sur les connexions. C'était énorme. Bravo, merci de suivre et de venir également à ce magnifique rendez-vous annuel. Donc, mais là, j'ai une brochette pour démarrer. Je vous jure que pour démarrer la journée, j'ai une brochette exceptionnelle. Donc, pêcheur.com présent ici au sein de ce salon, donc avec Eric, avec, comment tu disais hier, Community Manager. Stéphane, tout simplement. Stéphane, pêcheur.com également. Et puis Gaël. Gaël Even, je sais pas, j'ai même plus envie de le présenter. Parce que, Maître Yoda. bon, si vous voulez. Incontournable. Alors, Eric, on va bien approcher les micros là aussi. Sachez que c'est un petit quid qui concerne la pêche de la truite. Donc, on a fait venir quand même des spécialistes. Eric et Gaël sont spécialistes de pêche également de la truite, hein, pas que, mais en l'occurrence, la truite, ils connaissent parfaitement. Donc, Stéphane, toi, tu as eu des questions via le réseau Facebook qui sont tombées. Tout à fait, via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On les a compilés et on va vous les poser, voilà, tout simplement. Alors, je te laisse démarrer la première question. Et puis, vous allez voir, c'est assez enrichissant parce que c'est des questions que vous pourriez aussi vous poser éventuellement. C'est une question sûrement pour Gaël. Et au milieu, coule toujours la rivière, point d'interrogation. Je pense que ça doit être une allusion au pêcheur à la mouche. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je dirais certainement. Elle est toujours au milieu de son lit. Déjà, c'est le meilleur endroit pour la chercher. Je pense que c'est une question par rapport aux biotopes. Est-ce que les biotopes sont en déclinaison? Est-ce que c'était mieux avant, les rivières à truite? Ah, on commence cash là. Ah ouais, cash. Clairement, oui. Dans le sens où, et c'est le problème majeur qu'on va avoir à aborder dans les années futures. Il y a eu d'énormes progrès de fait sur la connaissance des milieux, sur la restauration des milieux, pour que les poissons puissent y accéder et tout ça. Et malheureusement, le problème qui arrive, ce sera le manque d'eau. C'est-à-dire qu'on tape dans les nappes de manière complètement inconsidérée. Et au final, nos rivières, quand on regarde encore cet été, il y a de plus en plus de milieux qui s'assèchent. Et malheureusement, il y a quand même pas mal de fois où elle est plus dans son lit. Et l'avenir de la truite fario, on va dire, sur une partie du territoire, il est quand même compromis par rapport à ça, malheureusement. Alors, si on parlait un petit peu technique, parce qu'il y a des questions effectivement techniques, la truite, est-ce que on va penser à la première, hein, c'est Daniel Quinoto, donc peut-on pêcher la truite avec de la tresse? Voilà, une question technique à vous de répondre. On va démarrer, c'est pure technique. Donc, parce que moi j'entends ici à Clermont, l'un, l'autre, les deux, hein, vous pouvez aussi avoir chacun votre avis. Eric? Alors, comme tu dis, on peut avoir chacun son avis. Tout le monde peut avoir son avis. Alors, pêcher la truite à la tresse, on peut, effectivement. C'est pas quelque chose que je conseille. Tout simplement parce que la tresse a un effet qu'on connaît sonore pour la détection des touches quand on est dans des eaux relativement profondes. La particularité également, c'est que ça n'a pas de mémoire. Et du coup, on a, à mon sens, plus de chances de décrocher des poissons et des fois de les abîmer plutôt qu'avec un nylon qui aura une élasticité sur une ligne tendue, dans des courants et sur des poissons relativement gros. Ok. C'est mon avis. Ton avis, toi, Gaël, éventuellement? Mon avis, il est relatif à la taille du milieu. C'est-à-dire que sur les petites rivières, on va dire les rivières qui font jusqu'à 15 mètres, je vais rester nylon, 100%. Et par contre, sur les grands milieux où je vais avoir besoin de distance, où je vais avoir besoin de fendre l'eau, et où souvent il y a des beaux poissons, je vais faire tresse avec un bas de ligne nylon au bout. La longueur du bas de ligne? La longueur du bas de ligne, ça va dépendre, mais en général, je pars sur 2 bons mètres 50. Après, sur les truites de mer, par exemple, j'ai le cas de figure aussi, donc là sur les gros poissons. Par expérience, qu'on fasse nylon ou tresse, il y a un choix important à faire. C'est-à-dire que nylon, on va prendre une canne un peu plus raide que celle qu'on utilise en tresse. D'accord, la tresse, comme elle n'est pas élastique, on prend une canne qui va absorber davantage, on va moins décrocher de poissons. Et en nylon, par contre, on prend une canne qui est déjà un peu plus rapide. Ça, c'est bien, c'est instructif, comme d'habitude, avec Gaël et puis Eric. On a des spécialistes et puis des questions qui tombent les unes derrière, enfin, que j'ai là. Jackie Demarche, quand utiliser des leurres avec des couleurs naturelles ou des couleurs vives?
Parce qu'on parle de la couleur de l'eau, on parle de la lumière avec le soleil, sombre, etc. Quand utiliser, est-ce qu'il y a une période, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, c'est la question, on va essayer Après, je dirais, à chaque fois, il faut essayer. D'accord? C'est-à-dire que la truite, c'est vraiment comportemental. Il y a 2 types de comportements à bien cerner. Il y a le premier comportement qui est la nutrition. Donc dans ces cas-là, on va pêcher bien souvent avec des couleurs naturelles, des petits leurres un peu plus petits et tout ça. Et il y a le côté territorial, où là, elle va venir chasser le leurre parce qu'il est sur son truc. Et faut essayer un peu tout. Il y a des journées où elles vont être en phase active et où vraiment on pourra pêcher naturel et pas hésiter. Et des journées où elles vont juste être agressives. Et dans ces cas-là, les teintes de orange qui sont marquées sur les leurres ou des leurres même flashy, on va pouvoir y aller. Et après, c'est les conditions du milieu, c'est-à-dire plus l'eau sera trouble, moins on aura de lumière. Plus on va utiliser des leurres avec soit les ventres fluo, soit carrément fluo si l'eau elle est mâchée. Il ne faut pas hésiter. Généralement, est-ce que tu attaques avec une couleur naturelle et après tu passes au flashy? Il n'y a pas de généralement, c'est-à-dire que le premier truc quand je vais à la truite, c'est que je regarde la couleur de l'eau. Si jamais l'eau elle est très claire et que j'ai de la lumière, j'ai tendance à partir sur du naturel, type aillou, véron, truitelle, des couleurs un peu... Et par contre, si j'arrive et qu'il fait un peu couvert et que l'eau elle est piquée, je vais commencer avec un truc qui va être un peu entre les deux, c'est-à-dire par exemple où il y a des bons contrastes, un dos noir, flanc doré et puis ventre orange fluo. Ça va être pour commencer. Et en fonction de ça, après justement, je vais switcher sur carrément fluo, voir si ça réagit mieux, ou rebasculer sur naturel. Et pour les cuillères? Les cuillères, je m'embête beaucoup moins, c'est-à-dire que pour faire simple, je fais quand l'eau est piquée et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, enfin si elle est sale, peau de luminaire argentée. Si jamais elle est piquée, mais soleil, je vais faire doré. Et quand elle est claire et que l'eau elle est un peu acide, là j'ai tendance à faire cuivre. Et si elle est claire et plutôt calcaire, voire très claire, je vais faire noir. Et les points sur les palettes? Les points sur les paillettes, ouais. Attention au dérapage. Ça, c'était hier soir. C'est le matin, ça. Ça recommence. Non, c'était hier soir. Plus de costume, on a dit. Tu l'avais dit, tu avais dit plus de costume. Et, les points ont leur importance, clairement. Mais avant tout, je regarde la couleur de la palette. C'est-à-dire que les points, ça va venir apporter un plus, clairement. Mais c'est vraiment un détail en plus. Alors là, j'ai une question en direct. Comme j'ai dit, bon, ne posez pas n'importe quelle question en direct parce que ça ne sert à rien. Je ne répondrai pas systématiquement. Nous ne répondrons pas. Si elles sont pertinentes, nous répondrons. Donc là, il y en a une qui va mettre un peu dans l'embarras un peu tout le monde. Mais enfin bon, tant pis, c'est pas grave, je l'ai. Que pensez-vous des déversements de truites chaque année? Donc, voilà, les fameuses pantoufles. Je sais pas, je ne veux pas parler, par exemple, mais est-ce que vous avez un avis sur les... Alors moi je ne dis pas déversement, je vais dire lâcher de truites chaque année dans les différentes rivières que l'on connaît. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez... Bon, je ne sais pas, c'est une question pas piège, mais celle-là on va y répondre. En fonction des milieux et des endroits et des régions, il y a des rivières qui souffrent plus que d'autres. Il y a des APP, des fédés qui décident de lâcher des poissons, des truites portions, hein, pour que tout pêcheur qui ait pris sa carte de pêche puisse se rendre au bord de l'eau, y aller avec des enfants, puis essayer de prendre des poissons assez rapidement. Donc ça a son effet, ça marche. Par contre, après, pour ce qui est du milieu de la rivière, c'est quelque chose d'assez dangereux. Parce que c'est voilà, des truites qui ne sont pas nées dans la rivière, hein, des truites d'élevage. Et au niveau de la reproduction, avec des truites qui seraient encore de souche dans les rivières, et je rappelle bien encore en fonction des régions et des biotopes, le mélange n'est pas très très bon parce qu'on peut vite soit emmener des bactéries, rendre les poissons malades, avoir des croisements qui ne seraient pas forcément opportuns pour la suite, hein, et se retrouver avec une population de truites dans des rivières qui a tendance à disparaître ou à être modifiée en l'occurrence. Après, ça répond à la demande des pêcheurs d'être au bord de l'eau et de pouvoir prendre des poissons assez rapidement en étant au bord de la rivière, en suivant les conseils de Gaël et les mettre en application. Alors, pas pour prendre de la truite portion, mais pour prendre des poissons. Là, parce que le but de la pêche, malgré tout, c'est quand même de se faire plaisir, de profiter de la nature et de prendre des poissons. Alors, ça répond à cette demande-là. Il y a des endroits, s'il n'y avait pas de poissons lâchés, ce serait quand même assez compliqué. Et je pense qu'on verrait la population de pêcheurs, pour le coup, diminuer ou se diriger vers d'autres types d'eau, d'autres types de poissons. Enfin, voilà. D'accord, Gaël, un petit truc
à rajouter? Moi, je suis, c'est toujours pareil. Je suis un bon Normand, donc je suis un peu partagé. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des endroits où les milieux sont tellement dégradés, où les empoisonnements permettent justement de répondre à des attentes, notamment toutes les proximités de grandes villes et tout ça. Faut pas se faire d'illusions. C'est le moyen d'accéder facilement à des poissons, c'est le moyen de gérer un stock. Et on a quand même plein de milieux où on peut se permettre de déverser des truites sans que ça pose problème. Ça me gêne pas dans le sens où ce qu'il faut bien voir, c'est que là c'est alimentaire, les poissons sont mis, les gens les pêchent, les mangent. Je préfère les voir prendre des poissons surdensitaires que de s'acharner sur des cours d'eau pépinières en début de saison ou des choses de ce genre-là. Et après, il y a quand même eu un bon boulot de fait, c'est-à-dire qu'on vient petit à petit, les fédés ont quand même bien cartographié le terrain avec les agents là, franchement, avec leurs techniciens. C'est de mieux en mieux suivi. Les déversements sont quand même un peu plus raisonnables qu'avant. On a compris que c'était pas forcément en émettant le plus qu'on en faisait le plus. Après, ce qui était un peu gênant dans ce système à un moment, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément pour les lâchers de truites. C'est un des plus gros budgets de pas mal d'APP, donc c'est important quand même de le prendre en compte. Mais à des fois, c'est pas forcément la majorité des pêcheurs qu'en veulent. Et au final, le lâcher de truite permet en effet de répondre à une partie des pêcheurs et des attentes, c'est très bien. Après, il faut bien faire le prorata justement de cette attente, de l'impact économique sur l'APP et de ce qu'on pourrait faire à côté par rapport justement à ce que ça nous coûte et au nombre de personnes que ça contente. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas trop ce phénomène-là. Et là, ça commence à bouger, justement avec des APP, on le voit dans les différents départements. Il y a des APP qui vont faire beaucoup moins de lâchers, d'autres qui vont arrêter. Et au final, les pêcheurs vont aller prendre leurs cartes, avec les réciprocités là, qui sont de plus en plus nombreuses. Ils vont prendre leurs cartes là où la politique de l'APP, enfin politique entre guillemets, correspond à leurs attentes. Et ça devient sympa parce que pour le coup, il y a des APP qui arrêtent d'en lâcher, qui se retrouvent avec des moyens un peu plus importants et qui vont favoriser l'accès en mettant des passages à pêcheurs, en viabilisant des parkings et des choses de ce genre-là. Et ce côté-là, il est intéressant. Donc il faut bien voir la chose. Après, il y a plein de pêcheurs qui débuteront sur des truites arc-en-ciel et qui après vont vouloir aller se faire plaisir en montagne ou dans le Massif central, sur les cours d'eau du Cantal ou n'importe. Donc c'est aussi une première étape. Il y a plein de gamins, je trouve ça génial. Moi, je reste l'hiver, il y a plein d'endroits où il y a des petits plans d'eau. Je serais pour qu'on mette des truites dedans et qu'on incite les gens à les pêcher. Et puis après, dès qu'on arrive, quand l'eau est un peu chaude, ils les pêchent, ils les mangent. On les laisse pêcher des carpes l'été et puis on fait un roulement comme ça. C'est-à-dire que c'est de la pêche facile, à proximité, mais il en faut parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'avoir des touches et de se faire plaisir. Je suis entièrement d'accord, puisque c'est une gestion très compliquée, les lâchers de truite. C'était une question pas piège, puisque vous avez répondu chacun votre avis, mais c'était très bien vu. C'est hyper compliqué. Moi, je vois dans mon département, c'est compliqué un peu partout. La gestion, les adhérents ne sont pas toujours d'accord, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur d'autres gestions, mais c'est super compliqué. Donc, vous avez répondu cash. Merci à vous, c'est bien. Tu veux poser la question là qui vient de tomber sur sur l'ouverture. À l'ouverture, toc ou l'heure? De mon côté, ça fait des années que je la fais au toc. Hein. Je vais faire une heure de l'heure le midi, voilà. Le coup de midi, là, midi décalé, on va dire, le 13h, 14h30, là, je vais essayer un peu au l'heure. Si je vois que ça répond, je vais me faire plaisir. Si je vois que c'est pas encore trop froid, parce que souvent c'est une question de température, on est dans une période charnière. Si l'eau elle est tendue, trouble et froide, je vais faire du toc. Si jamais on a eu un petit redout la semaine d'avant, j'ai quand même le coup de midi, là, je vais aller pêcher des radiers au leurre quand même. Alors justement, je vais enquiller sur le toc. Quelle est la plombée idéale? Groupée, étalée? Alors, la plombée idéale, je ne pense pas qu'elle existe. On peut considérer qu'on a un montage de base qui fonctionnerait un petit peu partout. Disons qu'avec 5-6 plombs en début d'année et en fonction des rivières, hein, de la force du courant, de la largeur de la rivière, tout est relatif. Mais considérons que 5 plombs dégressifs sont une ligne qui soit groupée ou étalée, donc à un poids idéal, mais une présentation dans l'eau différente en fonction de la position des plombs. La plombée idéale, c'est quelque chose qui va répondre assez rapidement, qu'on va adapter quand on va arriver au bord de l'eau. Il va falloir prendre en compte la force du courant, le milieu dans lequel on pêche, avoir une plombée à peu près standard. J'ai quasiment tout le temps 4 à 5 plombs montés sur ma ligne, avec le même diamètre que j'adapte. Je rajoute un plomb si quelques jours avant le courant a augmenté avec les précipitations, ou voire j'en enlève un si j'arrive au bord de l'eau et que je m'aperçois que le niveau de la rivière a descendu.
Rivière idéale, pour moi, il n'y en a pas vraiment. Ce qui compte le plus, c'est, je pense, la position des plombs sur la ligne. Avec une plombée groupée, on va descendre plus vite sur des milieux à courant un petit peu fort et présenter son appât plus rapidement, surtout quand en début de saison, les poissons sont moins enclins à se déplacer de leur cache. Et plus on va tomber sur des zones moins profondes et plus on va monter dans la saison avec les températures. La même plombée, en étant étalée, aura une périodicité, une trajectoire dans l'eau qui est complètement différente. Donc on va s'adapter, mais voilà, 4-5 plombs en fonction de son milieu de rivière qu'on a l'habitude de pêcher, ça le fait, quoi. Alors les pêcheurs s'identifient toujours à nos experts. Ce sont des experts, donc c'est difficile. Chacun peut travailler à sa façon. Un Gaël Even, il n'y en a qu'un, Eric, il n'y en a qu'un aussi, mais ils peuvent donner leur avis, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a quelques questions que je passe à côté. On ne pourra pas tout le temps s'identifier à ces garçons. Mais en l'occurrence, on aime bien savoir dans quel milieu vous aimez pêcher le mieux. Enfin, quel est le meilleur milieu pour vous où vous éclatez? Parce que les gens voudraient peut-être aussi avoir un peu cette fibre aussi, savoir si c'est un ruisseau, une rivière, un réservoir. Quel est le milieu où vous trouvez le plus de plaisir à pêcher la truite? Alors le milieu où je préfère me rendre, et si je pouvais tous les jours, mais bon, il faut quand même laisser les poissons tranquilles, c'est au bord de l'eau. Alors, au bord de l'eau, c'est la rivière, parce que ici, par chez nous, on connaît la Sioule, on a l'habitude de cette rivière. Moi, j'y mets les pieds depuis que je peux marcher dedans. Pour moi, c'est le bord d'une rivière, parce que on retrouve cet endroit où le téléphone ne passe pas, où les voitures ont du mal à accéder malgré tout. Je parle de chez nous, évidemment, ce n'est pas le cas partout. Mais on se retrouve au contact de la nature. Le vent qui souffle, qui nous fait boucher les branches. On entend le bruit de la rivière, quelques animaux se déplacer. Pas de téléphone et pas trop de contraintes de ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours chacun. Moi, c'est au bord de la rivière et c'est au bord de la Sioule. Après, le problème, c'est que comme j'aime la pêche, et vraiment toutes les pêches, j'aime me rendre partout, que ce soit au bord d'un étang, sur un bateau, sur un grand fleuve. Mais ma rivière, la Sioule en l'occurrence, voilà, c'est mon endroit. Une rivière. Quant à toi? Je suis un peu opportuniste, clairement. C'est-à-dire que j'adore pêcher les milieux moyens, un peu enclavés, c'est-à-dire les vallées, justement, où on se retrouve tout seul. Torrentueux, je préfère, si jamais il y a des blocs et tout ça. J'aime bien ce côté un peu vivant, mais j'adore me faire un ruisseau ultra léger, tout seul dans mon coin. Mais après, j'ai aussi du plaisir à aller l'hiver en réservoir avec des potes, quoi. C'est-à-dire que autant en ruisseau, je peux aller m'immerger tout seul. Plus pour le côté, justement, tu te mets dans une bulle, puis il y a le bruit de la rivière, t'as que ça. Ce côté-là, j'adore. T'as besoin de te ressourcer. Ouais, c'est ça. Et d'un autre côté, j'adore le côté où tu vas en réservoir. Voilà, c'est des poissons d'élevage, t'es pas volé, t'es avec des potes, tu passes un bon moment, tu fais un bon casse-croûte le midi. Pour le coup, tu peux faire un peu de bruit, tu sais. T'es pas là comme un apache, enfin tu peux, t'as le droit, mais t'es pas obligé. Un moment convivial, toi, c'est-à-dire que j'aime bien ça aussi. Et puis moi, j'ai mes poissons migrateurs aussi que j'aime bien aller voir, tu vois. Donc, ouais. C'est des plus grosses rivières, c'est des poissons d'une autre taille, mais ça reste des salmonidés. Et qu'on le veuille ou non, ce qui est magique avec la truite, c'est que chaque rivière aura une robe de poissons différente. Et ce côté-là, pour le pêcheur de truite, ça nous parle. C'est-à-dire que il y a des ruisseaux, tu sais, tu vas faire un poisson, s'il fait 30, c'est un monstre. Mais en fait, quand tu vas le prendre, tu vas le regarder comme un gosse parce que tu vas le voir. Il n'y a rien à redire, tu sais, les écailles sont toutes à leur place, tu as des couleurs de fou. Et d'un autre côté, tu as des rivières beaucoup plus grandes où tu vas attendre un autre poisson. Mais la truite, c'est le poisson qui te fait le plus voyager, rien qu'à la regarder, parce qu'un cendre, c'est un cendre. T'en prends, alors les endroits, ils sont un peu dorés, un peu plus trapus, un peu plus allongés, les nageoires plus ou moins développées. Mais les truites, tu peux en prendre dans 100 rivières différentes, tu les mets côte-côte. Le mec qui a l'habitude de sa rivière, des fois, il pourra te dire celle-là, c'est chez moi, tu vois. C'est magique, ça. C'est ça. Donc, on va juste résumer. Donc, c'était bien la rivière dans un premier temps, pour l'un comme pour l'autre. Après, il s'adapte, mais la rivière, c'est quelque chose qui est vivant et qui a permis à ces experts aujourd'hui d'être présents. C'est sûr. On va passer à la question technique, très technique, de Brian Bruno en direct sur le Facebook Fishing TV. Bonjour, est-il préférable de pêcher avec des leurres montées, hameçon triple ou simple, et pourquoi? Ça, et moi, je rajouterais avec ou sans ardillon. Action. Action. Moi, je suis partisan des... Alors, au TOC, on pêche hameçon simple. Ça, c'est assez réglé. J'ai tendance à écraser l'ardillon.
Même au toc. Bah, surtout au toc en fait. J'écrase l'ardillon. C'est une pêche où on a beaucoup de touches. C'est une pêche où tu peux décrocher un poisson, j'ai envie de dire bien souvent. Si tu as la bonne plombée et que tu as trouvé le truc, 3 mètres plus loin, tu vas en toucher une autre. Donc t'es pas, tu vois, on n'est pas dans le besoin. Après, je sais que sur les truites de mer, aux poissons nageurs par exemple, je fais hameçon triple en dessous, simple en queue. C'est comme ça que j'ai le moins de décrochés. C'est comme ça que je blesse pas mes poissons parce que c'est un poisson qui a tendance à sauter et tout ça et à se prendre. Et par contre, sur les truites, par chez moi, là, la plupart des rivières, c'est des rivières acides où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et sincèrement, je reste avec des hameçons triples. J'ai trop de décrochés avec les hameçons simples. Le problème, c'est que comme il n'y a pas d'eau, dès qu'on les fait, elles sautent. Et ardillon ou pas, on n'a pas eu le temps d'avoir un bon contact avec le poisson et on en décroche 90%. Après, voilà, là où il y a des gros poissons, des grosses rivières, les choses comme ça, on peut se permettre sur des poissons qui arrivent et qui prennent bien le leur d'avoir des hameçons simples. Sur les endroits où elles le chassent, comme je disais tout à l'heure, là, au simple, il y a des fois, c'est un enfer. Mais après, par contre, truite, triple, mais j'écrase tous les ardillons aussi. Voilà. Ah non, mais c'est voilà, une question qui est posée. J'arrive pas à pêcher à la cuillère ondulante. Comment l'animer? C'est encore pour moi? Pour vous Donc, deux. Les deux. Il y a deux approches. Moi, j'aime beaucoup pêcher justement quand on parlait des radiers et tout ça, pêcher un peu comme on pêche en noyer. C'est-à-dire on la lance un caraval ou 3 caravales en fonction de la puissance du courant, de la profondeur et puis de l'épaisseur de notre cuillère. On la laisse descendre et une fois qu'elle est en place, on va juste jouer avec notre canne sans mouliner spécifiquement et on va lui faire traverser la veine d'eau de manière régulière. Elle va papillonner, à chaque fois qu'elle changera de veine d'eau, ça va changer un peu de vibration. Ça, c'est une pêche assez sympa. Et ce qui est amusant dans cette pêche, c'est qu'on les sent arriver derrière. C'est-à-dire que bien souvent, elle va taper plusieurs fois. Tu es là dans ta dérive, tu sens tang, tang, et puis attends, et à un moment, hop, elle va se prendre. Il ne faut pas s'énerver, il faut la laisser faire. Et en début de saison, c'est un truc qui marche très bien. Donc l'ondulante, tu l'accompagnes plus que ça. tu l'allumes. Là, en fait, c'est le plus dur, c'est de bloquer au bon endroit avec le bon angle. Et après, avec la canne, justement, si je la mets plus vers ma rive, je vais accélérer ma dérive. Si par contre j'ai tendance à coucher ma canne un peu dans l'autre sens, à la tenir un peu plus, je vais ralentir ma dérive et mon ondulante elle va mieux s'ancrer dans la veine d'eau, pêcher un peu plus creux. Et après on peut pêcher comme au verron manié ou au leurre souple, c'est-à-dire qu'on peut très bien la laisser descendre au fond, faire une tirée et ainsi de suite. On est entre le verron et le leurre souple. Ok, bah, vas-y encore une si tu veux, parce qu'il va être temps de conclure oui, maintenant. Donc quel type la dernière. Quel type de poste à prospecter en premier quand tu arrives sur une rivière? Moi, je dirais devant ses pieds. La plupart du temps, c'est... ben ouais, mais tu ris, mais c'est la vérité. La plupart du temps, quand on arrive au bord de l'eau, ben, c'est marrant, mais la rive d'en face est toujours plus belle que celle qu'on a devant nous. Et les gens, les amis pêcheurs, rentrent dans l'eau systématiquement, effraient les poissons qui sont bien souvent le matin, s'ils n'ont pas été dérangés, au bord de la première rive, comme celle d'en face. Donc en effrayant les poissons partent, effraient les autres. Donc ça veut dire pendant 50 mètres au-dessus, 50 mètres en dessous, tous les poissons ont disparu parce qu'on est rentré dans l'eau bêtement. Et puis on pêche avec notre dernier matériel, avec une belle présentation, et on ne prend rien. Et on recommence un peu plus bas, et ainsi de suite. Donc pour moi, la première des choses, que ce soit en dérive naturelle, au toc, au leurre, enfin toute technique confondue, c'est d'attaquer dans ses pieds devant soi et après d'ouvrir un peu plus large jusqu'à l'autre côté de la rivière, quoi. Ok. On est d'accord. On est d'accord. Après, c'est bien de regarder la température de l'eau. Alors, ça oui. Début de saison, grosso modo, plus l'eau est froide, plus on va pêcher des secteurs lents et réguliers. Plus on va avancer dans l'été, plus l'eau va être chaude, moins il y aura d'oxygène, plus on va chercher les secteurs tumultueux, grosso modo. C'est déjà... Donc moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut pêcher vraiment à côté de soi. Et après, quand tu as à choisir sur tes parcours en début de saison, c'est justement bien d'éviter de se dire ouais, je vais aller là où il y a plein de chutes d'eau, c'est trop bien, ça cavale. Non, ça c'est une tôle assurée. C'est-à-dire qu'il vaut mieux descendre un peu dans la vallée, aller à un endroit, chercher des bons petits endroits où le courant il est régulier, où tu as 60, 80 cm, pêcher bien régulièrement, là tu auras beaucoup plus de réussite. Donc la première réussite à la truite, c'est au moment où tu démarres ta voiture, c'est le choix du parcours et de la technique. Et après, en effet, on pêche à nos pieds, on pêche toutes les configurations de poste, et c'est une fois qu'on a identifié une configuration de poste, de vitesse de courant et de profondeur qui vraiment tient des poissons, où on va pouvoir se permettre de passer d'autres postes. Même évidemment, si on en rate, si on a 10 fois plus de... Enfin, si les touches arrivent 5 fois plus rapidement dans ce type de profil, il vaut mieux laisser les autres et puis pêcher que ce profil-là, sur le moment. Est-ce que je peux poser une dernière question sur la manipulation des truites?
Épuisette ou à la main? Il y a un direct derrière, on peut pas. Je suis désolé. L'épuisette, dommage, de toute mais- façon, pour les protéger au maximum. Et si c'est à la main, c'est vite fait dans l'eau, rapidement, pour éviter de lui faire mal. Voilà. Merci. Épuisette. Et main mouillée, on se mouille les mains avant Voilà. de toucher une truite. C'était un régal. Il y a énormément Merci. de monde derrière. Il y a eu des questions, il y en aura. On essaiera de répondre derrière. C'est un régal de vous avoir suivi, les gars. C'est pas facile pour Gaël le matin 10h, je vous garantis. Sur les salons, hein. Sur les salons, pas à la pêche. Mais il est au top. J'adore Gaël. C'est un pote. Et on ne peut pas s'identifier toujours. On s'identifie, mais vous ne serez jamais. On ne peut pas être à la hauteur de. On va copier, on va identifier, on peut aller chercher des conseils, mais sachez que ce sont des experts, Eric comme Gaël. Donc allez les voir, allez les rencontrer, discuter avec eux, c'est toujours un régal. Merci Steph, merci. Merci à vous. Merci Merci Gaël. beaucoup. Merci Merci. Eric. Pêcheur.com dans la place, on vous retrouve sur votre stand. Il y aura 2 autres tutos aujourd'hui. Sachez que le programme tout au long de la journée est chargé jusqu'à 18h. À 14h ici, Cyril Choquet sera présent. Nous échangerons sur ses activités type baroudeur. Dans un court instant, nous nous retrouvons ici même pour un nouveau direct. A tout de suite sur le plateau de Fishing TV.